Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on fait le test du nouveau Sigma, le 35 mm f2 DG DN. Il appartient à la série I-Series, qui est une série dont la caractéristique est d'avoir une construction qui est particulièrement incroyable. Les objectifs paraissent indestructibles. On est sur un objectif qui est construit 100% en métal et Sigma a vraiment voulu faire un bel objet avant tout et ça se distingue, je trouve, des autres objectifs tels qu'on a l'habitude de le faire dernièrement, Sony, Canon, etc., où la priorité est plutôt d'avoir le poids le plus faible possible, même si quelque part c'est un peu au détriment de la qualité de construction. Ici, on est vraiment sur un superbe objet, je le redis. Et ce qui collabore aussi avec ce superbe objet, c'est la possibilité dans la boîte d'avoir deux bouchons. Un bouchon en plastique, donc que j'ai pas du tout envie d'utiliser, et un bouchon en métal qui a la particularité d'être magnétique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, hop, le mettre directement sur l'objectif et l'enlever de manière très simple. Ça marche vraiment super bien. Et le pare-soleil aussi est en métal, justement pour parfaire ce côté bel objet où rien n'a été laissé au hasard. On a un joli pare-soleil en métal. Ici, je vous le mets à côté du 35 mm 1.8 qu'a sorti Sony il n'y a pas très longtemps. On est sur un objectif qui est plus compact que le 35 mm 1.8 de chez Sony. L'objectif peut faire la mise au point des 27 cm. On a un poids de 325 grammes et vous pouvez lui mettre des filtres circulaires, un filaire à l'avant de 58 mm. À noter que vous pouvez acheter en accessoire ce porte-capuchon magnétique aussi, donc avec un mousqueton d'un côté pour le mettre à la ceinture, et il va venir porter justement le bouchon qu'on ne sait jamais où mettre lorsqu'il n'est pas vissé sur l'objectif. À noter que ce bouchon magnétique n'est pas compatible avec le pare-soleil, il faut un peu choisir. Soit vous aimez le pare-soleil, et à ce moment-là, c'est vrai que le bouchon qu'on peut pincer est probablement plus pratique, parce qu'on peut le pincer depuis l'intérieur. Là où on n'a pas la place, justement, vous voyez, il n'y a rien qui est prévu ici, et on n'arrive pas à l'attraper si le pare-soleil est mis ou même retourné. Donc c'est vraiment pare-soleil ou bouchon magnétique, c'est à vous de choisir. C'est un objectif que j'ai testé sur un capteur exigeant de 61 millions de pixels du Sony A7R4. La focale 35 mm, c'est une focale qui est très polyvalente. Moi, c'est une focale que j'utilise beaucoup pour faire de la photo de rue ou de la photo de reportage pour rendre compte quelque part d'un événement, de quelque chose qui se passe. C'est une focale que j'utilise un peu moins en portrait, mais je sais que certains portraitistes ne jurent que par le 35 mm. Sachez que voilà, c'est pas idéal pour faire du portrait serré. On est plutôt sur du portrait environnemental, donc il montre un peu l'environnement, car il faut rester à distance de votre sujet parce que sinon vous allez lui déformer complètement le visage. Donc ici, c'est un peu le type de galerie d'exemples que j'ai décidé de vous montrer, avec justement très peu de portraits pour cette raison-là. Vous voyez ici, lorsque je fais justement un portrait de mon chien, je peux montrer un peu ce qui se passe, que je suis en train de le détacher, et on voit bien l'environnement derrière, et on voit justement un bokeh qui est particulièrement doux, et qui ne va pas tomber dans le même travers que le 35 mm 1.8 qui proposait un bokeh qui était un peu agressif. Vous voyez ici, en jouant avec la profondeur de champ, puisqu'on a une mise au point qui est assez courte sur ce 35 f2, on arrive à détacher notre sujet et à montrer toujours un peu l'environnement de ce qui se passe. Vous voyez ici, quand je vais dans un garage, avec cette focale qui est assez grand angle, j'arrive à rendre compte un peu de l'ambiance du garage, des objets qui sont dedans, des gens qui travaillent dedans, jouer un peu avec la profondeur de champ. C'est une focale que j'aime bien justement, c'est ce que j'appelle moi le reportage, c'est montrer un peu ce qui se passe, rendre compte d'événements. Donc, j'ai fait ça aussi dans le marché de Noël qui venait de s'ouvrir, un des rares marchés de Noël, je pense, en France. Hop, et de manière générale, il s'est très bien comporté en termes de piqué, en termes de profondeur de champ, et aussi en termes d'aberration chromatique. J'ai eu moins d'aberration chromatique que sur le 65 mm f2 que je vous ai testé. J'ai vu d'autres tests qui avaient trouvé des aberrations chromatiques qui étaient assez importantes. Moi, c'est vrai que je ne sais pas si c'est une différence de copie ou non, mais c'est vrai que sur le mien, je ne peux pas dire qu'il y ait énormément d'aberrations chromatiques, alors que j'étais sur des sujets qui pourtant se prêtent assez bien aux aberrations chromatiques. Vous voyez ici, on a vraiment une séparation des plans et une diffusion de la lumière qui est derrière, qui n'est pas aussi agressive que le 35 mm 1.8 que je vous avais testé. Voilà, une ambiance marché de Noël pour terminer l'année. Donc ici en intérieur AF2, c'est sûr que ça va bien marcher aussi, mais AF2, vous allez devoir monter un tout petit peu plus dans les ISO que si vous aviez le fabuleux 35 mm 1.2 justement que propose Sigma, qui est énorme, qui est 2 fois plus gros au moins que ce 35 mm f2, mais clairement en intérieur, la focale, l'ouverture 1.2 vous permet de vraiment pas du tout monter dans les ISO. Ici, comme on a une distance de mise au point qui est relativement contenue, vous voyez sur une fleur un peu ce que ça donne, et on a une superbe diffusion de la lumière à l'arrière-plan. Alors, en termes de piqué pur, c'est un peu moins fabuleux
que le 65 mm f2. Ici, c'est vrai qu'à pleine ouverture, sur un 61 millions de pixels, on est bon, mais on n'est ni dans de l'excellent, ni dans du sublime ou du fabuleux. On est tout juste bon. Donc je ne sais pas si ça va passer sur YouTube. Je vais vous le zoomer à 200%. Mais vous voyez, ici, on a un léger sentiment de flou. On n'a pas ce piqué fabuleux qu'on peut avoir avec certains autres objectifs. Ici, sur un A7R4, il va plutôt falloir fermer à f4. Donc ici, on voit bien la différence entre f2 et f4 ici. Et là, on est au centre. D'habitude, la différence se fait plutôt sur les coins. Ici, c'est sur le centre. On a du vignettage. Donc, comme vous pouvez voir ici, on le voit assez bien. On a comme un rond de lumière au centre. Et on a des coins qui sont globalement sombres. Et en termes d'homogénéité aussi, l'homogénéité est pas mal. C'est vraiment pas mal, on ne peut pas dire que ce soit flou, mais clairement, ça s'améliore lorsque vous fermez à f4. En termes de bokeh, on en a suffisamment parlé, je pense. On est sur un bokeh qui est très doux et qui est généralement le type de bokeh qu'on trouve plutôt sur des objectifs à 1.4 ou à 1.2 chez Sigma et rarement sur du 1.8 ou du f2. Donc, quelque part, Sigma ici vous propose une option alternative qui vous propose un objectif compact qui reste à une ouverture qui est contenue de f2, mais par contre la qualité du bokeh, et c'est très différent de l'ouverture, la qualité du bokeh, c'est vraiment un bokeh digne généralement de ce qu'on trouve sur du 1.4. Donc vous savez que pour moi l'autofocus c'est important, j'ai dégainé la 9. Pour ces photos-là, voilà, on a autant de rafales que vous voulez, et l'autofocus c'est absolument parfait. J'ai pas grand-chose à lui reprocher, comme vous pouvez voir ici sur la 9. Et voilà, c'est vrai que à pleine ouverture, je trouve que les photos s'en sortent mieux ici sur un A9 de 24 millions de pixels ou sur un A7 III de 24 millions de pixels que sur un A7R4 qui, en termes de piqué, c'est pas fabuleux à pleine ouverture. C'est vrai que sur les capteurs standards, ici, on voit absolument rien et dès la pleine ouverture, c'est très très bon. Comme je vous l'ai dit, on est sur un objectif qui a quand même pas mal de vignettage. Le vignettage a du mal à disparaître. Vous voyez ici, au fur et à mesure qu'on ferme l'ouverture, on garde une zone qui est beaucoup plus sombre qu'une autre. L'objectif résiste plutôt bien au flair. On peut avoir quelques billes de flair comme ça ici, mais de manière générale, ça fait plutôt bien le boulot. Et j'aime bien la manière dont ça diffuse la lumière avec la lumière quelque part qui s'étale. On a certains filtres qui font ça s'appelle le mist. Ça fait comme une haute lumière qui vient s'étaler pour donner un look un peu cinématographique à notre image. C'est ce que fait certaines focales Fujifilm, notamment à 1.2 ou le 35 mm 1.4 chez Fuji. Et là, je trouve qu'on retrouve un peu ce côté haute diffusion des hautes lumières ici avec ce 35 mm f2 qui est généralement le signe d'objectifs qui sont plutôt haut de gamme. Et je le répète, sur ce genre d'image-là qui pourtant généralement fait apparaître des aberrations chromatiques très très facilement, ici, j'ai quasiment pas d'aberration chromatique, moi, sur ma copie. Enfin, sachez qu'on a des distorsions en barillet qui sont assez prononcées, qui se corrigent dès 2.8, on en a beaucoup moins. Bon, ça se corrige assez bien quand il y aura le profil de correction dans les logiciels de retouche. En vidéo, ça marche très très bien. Ici, je vous montre la mise au point. La mise au point fait très très peu de bruit et on passe d'une mise au point vers l'infini à une mise au point devant sans que je vois un focus briefing particulièrement élevé ici. On en a un tout petit peu, mais ça reste assez modéré. Et comme vous pouvez voir, ça pompe pas, ça n'hésite pas. Ça passe d'un point à un autre sans aucune difficulté. Aussi bien en photo qu'en vidéo, je n'ai pas remarqué de problème particulier avec ce 35 mm f2. Au moment de conclure sur ce 35 mm f2 que nous délivre ici Sigma, en fait, on est sur une très bonne copie. De manière générale, on n'a pas beaucoup d'objectifs qui font mieux sur le marché. Le 35 mm 1.8 de chez Sony, lui non plus, avait un peu du mal à exploiter pleinement les 61 millions de pixels du Sony A7R4. Donc même il est peut-être un poil meilleur et surtout il a un bokeh qui est plus doux, qui est moins agressif, qui était probablement quelque part le plus gros défaut du 35 mm 1.8. Il est un peu moins cher de mémoire, il est de 80 € moins cher que le Sony. Il est un tout petit peu plus compact. Bref, pour moi, c'est probablement aujourd'hui le 35 mm f2 ou 1.8 puisque ça ne va pas changer grand-chose que je vous conseillerais. Et évidemment, la star des 35 mm en monture Sony, ça reste le Sigma 1.2 qui est beaucoup plus gros, mais qui, je trouve, a un meilleur piqué, encore un bokeh plus prononcé et surtout une ouverture 1.2. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces 35 mm. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous découvrez la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle aventure. Salut!